Bonjour, ou plutôt bonsoir et bienvenue en live. C'est pour ça que je vous dis bonsoir, parce qu'on est en live sur LinkedIn pour ce numéro exceptionnel des coulisses de l'innovation consacré à la transformation digitale des entreprises. Alors là, vous risquez de me dire, mais est-ce qu'il y a encore des choses nouvelles à dire sur la transformation digitale des entreprises ? Alors c'est vrai, je vous l'accorde, depuis on va dire la période qu'on a vécue avec le coronavirus, les entreprises ont gagné en moyenne 5 ans de maturité numérique, mais il reste encore du chemin à parcourir pour beaucoup d'entre elles. Et selon une étude internationale réalisée par le cabinet Vanson Bourne en 2021, 87% des entreprises vont repenser leur budget IT en 2022 et les années qui suivent. Et vers quoi vont-elles se diriger ? Amélioration de l'expérience utilisateur interne et externe, développement d'une relation client réellement à la hauteur des exigences des consommateurs, déploiement d'une stratégie cloud qui intègre de l'intelligence artificielle et de l'automatisation, optimisation des chaînes de production, performance de la marque employeur. Ce sont quelques-uns des sujets ou des grands enjeux qui vont être abordés par les entreprises à partir de 2022 et les années suivantes. Et le point commun de tout cela, eh bien, c'est la donnée. L'exploitation de la donnée comme outil de transformation de l'entreprise. Mais pour éviter d'échouer, voire même pour réussir, il faut mettre en place pour cela une stratégie data-driven. Autrement dit, une stratégie qui est menée par les données. Et comment fait-on ? Eh bien, c'est exactement le sujet de cette émission des coulisses de l'innovation ce soir. Pendant 45 minutes, nous allons parler ensemble avec mes 5 invités. Alors, je dis nous ensemble parce que vous allez pouvoir ne pas hésiter à poster vos commentaires, vos questions là en direct. Et donc avec mes 5 invités, dont 3 auteurs de ce livre qui vient de sortir, Le Nouvel Horizon de la transformation digitale, 9 piliers pour réussir une stratégie data-driven. Eh bien, nous allons discuter de ce sujet. Comment on met à place une stratégie data-driven et comment on fait en sorte que ça marche. Et donc, je vais me tourner vers le premier de ces auteurs, c'est Pejman Gohary. Bonsoir, Pejman. Bonsoir, Damien. Alors, Pejman Gohary, vous êtes Chief Data and Analytics Officer chez BPI France. Et je le disais, hein, ce livre, c'est la conjonction de 3 visions qui sont à la fois différentes et complémentaires. 3 auteurs qui ont une approche analytique et concrète et qui essaient de comprendre pourquoi ça marche chez certains, pourquoi ça ne marche pas chez d'autres, pourquoi la sauce ne prend pas et pourquoi chez certains c'est extraordinaire. Et, pardon, je le disais en introduction, on a pourtant la sensation que la transformation numérique des entreprises, on est en 2022, on en a fait un peu le tour. Bien sûr. Alors pourquoi est-ce que vous remettez 1 euro dans la machine et pourquoi est-ce que vous sortez ce livre là maintenant ? How we fail and how you will success. La question c'était la donnée et l'actif clé, l'actif immatériel de beaucoup d'entreprises. Conviction de l'ensemble des acteurs pour dire cet actif est essentiel, mais du coup, comment est-ce qu'il va concourir à la valorisation de l'entreprise, du produit, de la stratégie et quand moi, je me suis lancé dans une transformation dans mon organisation, je me suis dit, est-ce qu'il n'y a pas des angles morts ? Est-ce qu'il n'y a pas des sujets sur lesquels je suis passé à côté ? Et je me suis dit, la meilleure solution pour avoir cette vision 360 degrés, c'est de m'entourer de 2 autres copains qui sont convaincus aussi par le sujet de la data et du coup avoir l'angle d'un CDO, data et intelligence artificielle, l'angle autour de la partie IT et transformation IT, et puis de l'autre côté, transformation des organisations. Et à partir de là, pendant 18 mois, on a analysé en fait comment ça se fait d'une manière presque mathématique. Pourquoi il y a des entreprises qui échouent ? Qu'est-ce qui se passe ? C'est quoi les ingrédients, les pathologies d'échec ? Et qu'est-ce qui fait que ça réussit ? Est-ce qu'on peut craquer un modèle presque mathématique pour essayer de concourir à ça ? Et c'est un peu l'exercice qu'on a essayé de mettre en œuvre et partager cette connaissance avec vous. Et merci pour l'invitation pour qu'on puisse le partager avec vous tous. Avec grand plaisir. Alors, on va le voir justement, il y a peut-être des méthodes, des patterns, des systèmes récurrents. On va voir ça ensemble justement pendant 45 minutes. On va essayer de craquer un peu tout ça comme vous dites. Mais alors, justement, ce livre, l'annonce, la promesse de ce livre, c'est 9 piliers pour développer une stratégie data-driven. Donc 9 piliers. On va peut-être pas les passer les 9 en revue. Puis l'objectif, c'est quand même que des gens s'intéressent au livre et l'achètent aussi. Donc on va quand même donner un tout petit peu envie de comprendre. Parmi les 9 piliers, justement, qui sont édictés dans ce livre, est-ce qu'il y en a, on va dire, 2 que vous aimeriez mettre particulièrement en avant ? On est dans un multivers. Chaque univers a son importance. C'est un mot à la mode, c'est le multivers. Et du coup, effectivement. Et du coup, sur ces 9 piliers, chaque pilier a son importance. Donc, il n'y en a pas un qui a un poids particulier. Si on devait en évoquer 2, la première, c'est la culture.
La culture, c'est quelque chose, les anglo-saxons, ils appellent ça les business principles. C'est quelque chose sur lequel on passe à côté, nous peut-être en Europe ou en France, sur lequel on l'aborde plutôt sur l'angle de communication. C'est beaucoup plus profond. C'est quoi l'ADN de l'entreprise? Qui je suis? C'est quoi les hommes et les femmes de l'entreprise? C'est qui mes clients? C'est quoi mon histoire? Dans quoi je m'inscris dans le futur? Et à partir de là, comment je vais me transformer autour de l'actif de la donnée, autour de la transformation digitale, et comment faire pour que ça puisse réussir. Et comprendre ce pilier est essentiel. L'autre pilier, l'autre univers, le client. Le client, on dit tous client-centric, effectivement. Mais le client, c'est quelque chose d'un peu plus profond en termes d'analyse. On voit bien l'actif de la donnée joue un rôle essentiel autour du client. Mais derrière ça, c'est de comprendre ce client qui il est. Idem, c'est quoi sa culture? De quoi est-ce qu'il a besoin? Comment j'adapte mes produits pour que, pour lui, pour le client, ça puisse générer de la valeur et du coup, je puisse commencer à l'intéresser par rapport à mon entreprise, par rapport à la valeur que je vais générer. Et du coup, idem, la partie data va jouer un rôle essentiel par rapport à cette approche de client et je pense qu'on aura l'occasion de le développer durant cet après-midi. Alors, on va en parler effectivement dans quelques instants. La question de la culture aussi, on va en parler justement avec les différents invités, et notamment avec Eric qui va nous rejoindre dans quelques instants parce que vous êtes déjà plusieurs à nous parler sur le chat du live LinkedIn et je vois notamment Bruno qui s'inquiétait de la présence de Eric Chagnot. Il est là. Il n'est pas sur le plateau parce qu'il est aux États-Unis, mais il nous a fait l'amitié d'être là dans quelques minutes. Donc on va discuter avec lui, mais on va quand même finir avant tout d'échanger avec Pejman sur justement ces questions. On parlait de business principles, on parlait de culture. La sensation que j'ai, c'est que quand on lit le livre, il y a un peu une dimension qui est je suis un chef cuistot. Et ça marche pas de la même manière en fonction. Enfin, pourquoi plutôt je dirais, je fais Top Chef, pourquoi est-ce qu'il y a un certain avec les mêmes ingrédients qui vont réussir quelque chose d'extraordinaire, de gourmand et de croquant, et de l'autre côté quelque chose d'insipide? La finalité, qu'est-ce que c'est? C'est d'avoir une transformation où on va devenir une entreprise data-driven et du coup, je vais appuyer mes décisions sur la base de la donnée. Comme tu l'as évoqué à juste titre, comment ça se fait de deux chefs, ils vont acheter sur le même marché les mêmes ingrédients. Ils vont avoir les mêmes cuisines avec les mêmes équipements associés. Comment il y en a un qui réussit ou pas et l'autre pas? Il y en a un, c'est un maker. Il y en a un qui a compris, il y en a un qui a une conviction, il y en a un qui a une stratégie. Il y en a un qui a compris c'est quoi le produit que je vais bâtir par rapport à mon clientèle de mon restaurant. Et du coup, à partir de là, je vais commencer à reconstruire quelque chose qui est presque unique et qui va répondre exactement à ce clientèle-là. Et ce qui fait que je vais m'appuyer sur mes différents ingrédients. L'un qui est essentiel, les talents. Comment je vais embarquer mes commis, comment je vais embarquer mes secondes chefs. Et à partir de là, je vais bâtir une histoire pour que les hommes et les femmes de ce restaurant, ils soient tous mobilisés pour aller au-delà du 100% et d'apporter une vraie transformation. Alors, sans vouloir tomber un peu dans les mots tarte à la crème, c'est ce qui fait la différence entre, par exemple, dans cet exemple, dans cette métaphore, entre faire la cuisine et développer une expérience? Complètement. C'est là où on s'aperçoit dans l'expérience, dans tous les interviews qu'on a menées durant ces 18 mois. C'était vraiment l'élément clé et on a commencé aussi à le regarder. Et vous le verrez dans le bouquin, on a été se projeter aux États-Unis, en Asie, en Europe. Qu'est-ce qui fait qu'il y a des endroits où les choses fonctionnent? Et effectivement, on est bien sur le pivot dont tu évoques. Parfait, merci beaucoup. On va revenir dans quelques instants ensemble, Pejman. Alors justement, j'en profite pour vous le dire, vous qui êtes déjà plusieurs sur le chat de LinkedIn, sur ce live, vous pouvez poser vos questions aux différents invités qui sont là ce soir et on prendra vos questions dans l'émission ou à la fin de l'émission et vous aurez toutes les réponses dont vous avez besoin. N'hésitez surtout pas. Alors justement, tiens d'ailleurs, il y a Bruno qui nous réagit, qui nous dit la différence entre les deux chefs, l'un est dans l'émotion, l'autre est dans l'intellect. Est-ce que Pejman, c'est à peu près ça ou pas? L'émotion ne doit pas l'emporter sur les deux approches systémiques et approche analytique. Approche systémique, je suis dans le dispositif qui me permet d'agir et j'ai une approche analytique et intellectuelle pour essayer de craquer et apporter l'innovation qui vont bien. Ça a été bien vu de la part des personnes. Alors très bien, on va continuer ensemble dans quelques instants. Et justement, je vais recevoir mon deuxième invité. Et comme je vous le disais, chez lui, c'est la fin de journée, c'est plutôt la fin de matinée. Alors que nous, chez nous, c'est la fin de la matinée. C'est Eric Chagnot. Bonjour Eric. Bonjour. Damien. Eric, vous êtes actuellement General Manager Cross Industry Solutions chez Microsoft. Vous êtes aux États-Unis. Donc justement, on est en duplex avec vous actuellement. Mais vous avez aussi
notamment avant Microsoft, plein d'expériences, et notamment celle de CDO, de Chief Digital Officer, au sein de la grande entreprise Michelin. Est-ce que justement dans ce que vient de dire Pejman, vous vous retrouvez dans tous les différents éléments qu'il vient de donner? Alors oui, et d'abord ce que je voudrais dire, c'est que donc j'ai commencé la transformation digitale de Michelin il y a à peu près 7 ans, et que le livre de Pejman et de ses confrères aurait été très utile, et est toujours très utile. Et Damien, pour répondre à l'une de tes questions, je pense que je travaille avec beaucoup de sociétés en ce moment. La transformation digitale des entreprises traditionnelles n'est pas terminée. Il y a encore beaucoup de travail parce que c'est quelque chose qui n'est pas simple. Et donc voilà, donc le livre serait très utile à toutes les personnes qui ont envie de se lancer dans cette aventure. Moi, pour réagir aux propos qui ont été faits, en fait, il y a 3 points, je pense, basés sur mon expérience, je pense qu'ils sont intéressants. Le premier, c'est que quand j'ai commencé la transformation digitale de Michelin, ma conviction, c'était que on devait installer des plateformes digitales au niveau mondial et qu'en faisant ça, comme par magie, les gens changeraient la manière dont ils travailleraient et que très rapidement, ils seraient capables d'adopter ces nouvelles technologies. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au bout de 6 mois, chaque fois que je parlais de la transformation digitale en interne, je disais toujours la même chose. La transformation digitale d'entreprise traditionnelle, c'est 95% de l'humain, du change management, du changement de manière de travailler, et uniquement 5% de technologie. Ce n'est pas un problème technologique. Des technologies, il y en a beaucoup, chez Microsoft, mais chez d'autres aussi, mais c'est surtout un problème humain que les entreprises doivent résoudre. Donc je pense que les gens, ils doivent vraiment garder ça en tête, et voilà, ça corrobore un peu les propos de Pejman. La deuxième chose que j'aimais beaucoup dire, c'est qu'il y a Thomas Edison, l'inventeur de l'ampoule, qui disait Vision without execution is a hallucination. Et là, encore une fois, le code génétique d'une entreprise traditionnelle, comme Michelin et comme d'autres, est extrêmement différent du code génétique du monde digital. Et je pense qu'il faut vraiment voir cette digital transformation, quelque part, comme une disruption du mode opératoire en fait, des entreprises traditionnelles. Et je pense que dans cette transformation digitale, il faut vraiment voir ces 2 codes génétiques qui sont différents. Il faut essayer d'altérer dans le temps tout en respectant le code génétique de l'entreprise traditionnelle. Et je pense que c'est vraiment ça un des enjeux qui est très important, c'est comment vous faites cohabiter 2 manières de fonctionner extrêmement différentes et comment dans le temps vous allez faire que la transformation digitale devenant si importante, eh bien, le code génétique de l'entreprise de départ va être modifié, altéré. Il ne va pas être changé, il va être altéré. Je pense que ça, c'est important. Et le dernier point, et je discutais avec un Chief Digital Officer d'une autre société, d'une grande société, et il me disait, bah voilà, les entreprises, c'est comme la permafrost. On connaît tous la permafrost, c'est la couche qui reste toujours gelée. Et il disait, bah voilà, l'entreprise, en fait, il y a 3 niveaux dans la permafrost. Donc, il y a un premier niveau, un tiers, qui attend, qui a besoin d'un peu de soleil pour commencer à se réchauffer. Puis après, il y a un deuxième niveau, il y a un deuxième tiers qui va attendre que le premier tiers se réchauffe avant vraiment de s'engager dans la transformation digitale. Et puis, il y a un tiers qui ne se réchauffera jamais. Et donc, il me disait, bah, tu vois, c'est important de choisir quel type de département, quel type de fonction, quel type de domaine dans l'entreprise, tu penses, vont commencer à se réchauffer. Donc, je pense que la transformation digitale d'une société traditionnelle comme Michelin, c'est 140 000 personnes, le manufacturing, la R&D, le marketing, les ventes, etc. Il faut vraiment être très délibéré, il faut vraiment choisir ses batailles et choisir les domaines, les personnes, les départements sur lesquels vous allez commencer. Et pour revenir sur ce que disait Pejman, je pense que clairement, la relation entre une entreprise et ses clients, c'est clairement un des domaines où vous pouvez commencer parce que ça a un impact important sur le business en général, mais aussi en général, vous allez avoir des personnes dans les ventes, dans le marketing, etc., qui sont en contact avec les clients tous les jours, qui sont en général un peu plus jeunes quand même, et donc qui seront beaucoup plus rapides et prêts à adopter en fait cette transformation digitale. Alors, justement, Eric, changer une entreprise, on va dire classique, je mets des guillemets à classique, hein,
C'est compliqué. J'aime beaucoup la métaphore du permafrost, parce qu'il y a le poids des habitudes, et on sait très bien que le poids des habitudes, c'est le premier frein. Il y a l'existant, il y a la legacy technique notamment. Comment est-ce qu'on intègre ces éléments-là? Comment on l'utilise un peu comme au judo? Comment on fait en sorte que ça devienne des éléments de dynamisation, de transformation? Alors, d'abord, je pense que c'est intéressant, c'est qu'en général, ce qui marche très très bien, c'est le outside in. Donc, être capable d'identifier des entreprises, des industries plus avancées que l'entreprise dans laquelle vous travaillez sur cette transformation digitale. Et Pejman a raison, il y a des exemples aux États-Unis, en Asie, etc. Et je pense qu'il faut les utiliser. Et donc, c'est vraiment le moyen pour les personnes d'une entreprise de se dire, finalement, il se passe des choses, il y a des transformations qui sont en train de se passer. Et puis, des entreprises qui nous ressemblent sont déjà engagées dans cette transformation. Et donc, ça vaut forcément le coup pour nous de commencer à y aller, quoi. Donc, je pense que vraiment utiliser l'extérieur pour influencer l'intérieur, c'est extrêmement important. La deuxième chose, c'est qu'en fait, en général, et j'avais un mentor qui m'avait aidé, il faut demander 4 questions. Donc, les personnes comme nous, en général, on est très intéressé par, OK, on comprend les inconvénients de la situation d'aujourd'hui, et puis on est très passionné par le futur et ce qui va se passer demain. Et puis, en général, ça nous suffit. Hein, ça nous suffit pour être capable d'être en action. Mais en fait, il y a 2 questions supplémentaires à poser qui marchent dans des entreprises traditionnelles. C'est en fait, vous devez demander quels sont les avantages de la solution d'aujourd'hui et quels sont les inconvénients de la solution de demain. Et je vais vous donner un exemple très concret sur les data. Quand on parle des data et de l'intelligence artificielle et que vous avez des designers qui créent des modèles sur leur ordinateur, sur leur PC, eh bien, en fait, eux, ils ont la perception que si jamais vous commencez à mettre ces modèles et ces data sur le cloud, eh bien, en fait, quelque part, ils vont perdre un peu de contrôle, ils vont perdre un peu de pouvoir par rapport à la perception qu'ils ont de contrôler toutes ces data et tous ces modèles sur leur propre PC. Eh bien, vous voyez, si vous ne posez pas les 2 questions supplémentaires, vous n'aurez jamais cette information-là. Et donc, vous aurez du mal à comprendre pourquoi certains, vous voyez, vont être réticents à partager, à collaborer et à mettre leur data et leur modèle disponibles à plus de personnes qu'uniquement eux-mêmes. Merci beaucoup, Eric. On reste ensemble, hein. Encore Oui, quelques minutes, on a encore une demi-heure ensemble. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire les gens qui nous suivent, n'hésitez pas à poser vos questions, à réagir, comme vous êtes en train de le faire d'ailleurs actuellement. Et on prendra tout ça au fil de l'émission ou à la fin. Alors, mon troisième invité, c'est Nouhaman Cherkaoui. Bonjour, Nouhaman. Bonjour. Vous êtes Head of Core Banking B2C IT Solutions au sein du groupe BPCE. Vous êtes le deuxième co-auteur du livre que je remonte ici, dont on parle ce soir. Et une fois n'est pas coutume, dans ce livre, justement, on parle d'échecs. Et d'échecs, ou tout au moins de déploiement de solutions qui n'ont pas forcément marché comme on le voulait. Or, on le sait, derrière un échec, il y a très souvent un succès qui se cache, hein, ou un succès contrarié. Comment est-ce qu'on peut catégoriser ces échecs pour essayer de les identifier au mieux? Alors d'abord, encore merci pour l'invitation et je reviendrai sur pas mal de questions tout à l'heure. Bien sûr. Le plus important, c'est pas un livre marketing, on n'a pas marketé des concepts. On a essayé de donner notre jus d'expérience et ce qu'on a entendu dans le marché, ce qu'on a vu de nos propres yeux ou, comment dire, avec la main dans le cambouis. On a catégorisé ces échecs-là avec ce qu'on appelle le clin d'œil des 7 péchés capitaux. Je laisserai découvrir les 7, on va parler de quelques-uns. Mais avant de rentrer dans les échecs, j'aimerais bien revenir 150 ans en arrière, et ça m'a bien inspiré Eric sur Thomas Edison, qui disait il y a 150 ans, je vais rendre l'électricité tellement à bas prix que les riches vont se payer le luxe de dîner à la chandelle. Très fort. Ça veut dire la vision, la conviction. Si on n'a pas de conviction, si on n'a pas une vision, on ne peut pas faire une transformation. Une transformation, voilà, donc c'est une première pattern de transformation, c'est avoir une vision d'un leader, d'un maker, comme Thomas Edison, hein, j'aurais pu citer Steve Jobs ou citer quelqu'un d'autre, mais je cite quelqu'un du passé qui porte cette incarnation de la vision et de la transformation. Cette vision-là est très importante parce qu'elle embarque des gens, des talents, des équipes, et nous permet d'aller ensemble. Ce n'est pas quelque chose qui est, c'est pas l'immaculée conception, c'est quelque chose qui est travaillé, qui est porté, qui est incarné. Ça, c'est un premier pattern de transformation. Le deuxième, c'est le primat du court terme.
Toujours pareil, Thomas Edison, ça a l'air de m'inspirer avec toutes les lumières qu'il y a dans le studio. Thomas, il a dit, quand il a inventé la lampe, il a dit, ça fait 1000 fois que j'essaie, ce n'est pas des échecs, c'est différentes manières de trouver la bonne solution. Parce qu'il n'était pas dans le court terme, il était sur une vision à moyen et long terme. D'où l'importance du test and learn. On en a parlé souvent, on a ressassé, on a dit test and learn. On ne peut pas travailler que sur le court terme. Une transformation, c'est le long terme, c'est l'engagement, c'est la vision. J'ai pas mal vu moi-même, vous-même, des projets, ils disent on a lancé un projet de transformation de 2 ans, on a lancé un plan de 3 mois, on a lancé un plan sur 7 ans. C'est comme si la transformation elle a un début, une fin, c'est un exercice comptable. Le 31 décembre, on compte les comptes, on dit alors transformer, ah oui mais non, on a fini avant l'année, on n'y arrive pas. Et très souvent parce que c'est quelque part il faut rendre des comptes. En gros on met de l'argent sur la table, il faut transformer, donc vous êtes gentil mais vous allez me donner des jalons et puis les fameux quick wins, il va falloir aller vite sur certains succès. Je suis tout à fait d'accord, mais quand on dit j'ai une stratégie, j'ai les moyens de ma stratégie. On ne peut pas monter une stratégie et dire maintenant que j'ai une stratégie, jusqu'où je vais aller, je vais chercher le moyen. Je prends des gens, on va du métro, on va demander de la charité aux gens. Non, ce n'est pas comme ça qu'on fait une transformation. Il y a une incarnation, il y a une vision, il y a des moyens qui sont investis. Si on commence à chercher un ROI au bout de 2-3 mois, c'est foutu, ce n'est pas une transformation. Si on commence à chercher un ROI au bout d'un an, quel est le ROI? Comment on va le mesurer? L'investissement, le compte sur résultat, le bilan de fin d'année, les actionnaires, c'est raté. Premier ROI, la vision du client. Je ne veux pas encore citer des noms d'Américains ou d'entreprises qui ont réussi. Quand on voit le client dans Internet qui dit super 5 étoiles, 10 étoiles, on ne lui a pas demandé, il l'a fait lui-même parce qu'on a écouté le client. Cette centralité de client dont Pejman a parlé, elle est importante, elle est centrale. Donc, prémat du court terme, vision, je rajouterai encore un autre péché, mignon, qui est celui de la communication. On ne transforme pas en nombre de tweets, en nombre de followers. C'est pas possible, c'est pas dire j'ai un Chief Happiness Officer, un Chief Transformation, il a 40 000 followers. Super, ça transforme en haut de boîte. Non, c'est pas comme ça. J'ai fait 3 posts par jour. Super, on transforme. C'est de la communication. La communication, elle est mauvaise quand elle est en overdose. Il faut communiquer sur des réalisations, sur du cas concret. Il faut communiquer parce que derrière, chez nous, il y a des équipes, il y a des collaborateurs qui écoutent nos tweets et qui voient. Ils disent, qu'est-ce qu'il raconte ce monsieur sur Twitter? On n'a jamais vu ça. 100% des applications sur Internet sont dans le cloud. Oui, non, pas 100%, peut-être un peu moins. Voilà, donc il faut que la communication soit à bon escient, soit concrète, soit par rapport à des transformations que même nos collaborateurs voient et nos clients. Si les clients voient qu'on est en train de faire l'overdose, ils ne nous croient plus. Voilà, donc je dis 3 péchés capitaux, les 5 autres sont dans le livre. C'est un très très bon teasing. Mais c'est vrai quand même que ce que j'entends, c'est qu'il s'agit quelque part d'oser desserrer ou d'expliquer qu'il faut desserrer l'étau du temps. C'est en fait faire en sorte que, ok, pour faire une transformation, mais ne me demandez pas de vous afficher des résultats, ou sinon on va aller chercher des arguments, des arguments, des KPI. On va dire, des KPI qui permettent vite de montrer, voilà, j'ai X tweets, X machin, etc., qui permettent de faire la claque, comme on dit, mais c'est pas une vraie transformation profonde. C'est ça que j'entends. C'est tout à fait ça. Une transformation, elle est profonde, elle est embarquante avec les ressources, les clients, les partenaires, les investisseurs. Ça embarque un écosystème. Si c'est juste pour faire de la communication, je peux vous faire 2 tweets par jour et à la fin du mois, on compte le nombre de tweets et j'ai mon variable. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Voilà, donc il y a un embarquement, il y a une conviction, il y a une incarnation, il y a une réalité sur le terrain, il y a un client qui consomme. Ça, c'est la transformation. Alors j'ai une question qui nous vient de Camille, qui nous dit « Comment est-ce qu'on embarque une entreprise de plusieurs centaines de salariés dans une transformation digitale quand toutes les directions métiers ne se sentent pas concernées ?» Alors, déjà, quand on dit une entité métier n'est pas concernée, c'est qu'on n'a pas réussi à montrer qu'il y a une stratégie d'entreprise. C'est quoi un métier? Un métier en IT, j'ai tendance à dire, ce sont des partenaires. C'est un binôme. On ne peut pas dire une transformation elle est portée par l'IT. D'ailleurs, je vais quand même dévoiler un autre péché capital, qui est la tech pour la tech. J'ai jamais entendu une réussite d'une transformation basée que sur la technologie. On va en parler dans quelques instants. La tech doit servir à quelque chose, doit apporter de la valeur, doit servir à un client, doit répondre à un objectif et à un sens. Sinon, ça sera de la tech pour la tech. Et là, je suis totalement habité par une ambition de dire il faut lutter contre le hype de la tech. Ce n'est pas parce qu'on dit la tech du moment, c'est le cloud, la tech du moment, c'est la data, qu'il faut tout suivre. On va suivre en fonction de notre maturité, de notre besoin. On se rappelle tous les chatbots. Le chatbot, self-care et j'en passe. On peut faire du drop naming jusqu'à la fin de la journée. C'est un moment de poser la question. Qu'est-ce que veut le métier, qui est l'intermédiaire entre nous et le client? Qu'est-ce que veut le client et quelle technologie je vais mettre à disposition pour le servir et créer de la valeur?
J'en connais plein de boîtes qui ont des chatbots à ne pas en finir depuis qu'il y a la crise, du Covid. Oui. Et bien, à quoi ils ont servi? Certains oui, d'autres non. Certains, ils ont fait de la com, d'autres, ils ont fait de l'investissement, d'autres, ils ont fait du drop naming, mais qui n'a pas fait une transformation réelle dans le marché, en fait. Donc, il n'y a pas de solutionnisme technologique. Non. Et puis aussi, peut-être donner une vision, et cette vision, elle doit aussi être portée au plus haut de l'entreprise. Il y a la question de l'exemplarité, et on parlait de la vision il y a quelques instants. Christine Aymar, bonjour. Vous pilotez, vous êtes la responsable de la division consulting et services de Microsoft Bonjour. en France. Bonjour. Justement, on regarde tout ce qui vient d'être dit déjà. Comment est-ce que vous abordez cette notion de transformation avec vos clients et en quoi les données sont centrales? Et justement aussi, dernier point, on vient de le dire, est-ce que c'est une question de technologie? Alors, donc en réponse à toutes ces questions, c'est oui et non. Pour allonger un tout petit peu, donc oui, les données sont centrales et non, ce n'est pas uniquement de la techno. Parfait. Nous, d'ailleurs, donc chez Microsoft, on a développé des méthodologies justement pour accompagner nos clients tout au long de transformation digitale, qui sont complètement centrées en effet sur la data, les données. Donc, je pense entre autres, on appelle ça IDO, Intelligence Driven Organization. Donc, Intelligence est tout basé sur les données. Donc, bien entendu, la technologie est clé parce qu'il faut aller les trouver, ces données, il faut aller les collecter, il faut aller les mettre dans le bon format, il faut pouvoir les analyser de façon à pouvoir ensuite prendre les bonnes décisions et savoir quelles sont les actions à prendre pour le meilleur canal, pour le meilleur produit, pour la meilleure expérience client. Donc la technologie est clé, mais elle n'est qu'un moyen. Elle n'est absolument qu'un moyen. Donc nous, dans notre accompagnement des clients, ou nos clients, c'est encore vrai aujourd'hui, nous posent encore beaucoup de questions de technologie, d'outils, de moyens. C'est très souvent la clé d'entrée mentale, on va dire. Absolument. On a besoin de concret, on a la sensation qu'avec du concret, on va faire quelque chose. Tout à fait. Et nous, ça peut parfois être frustrant, même pour nos clients, on a tendance à répondre avec beaucoup de questions, plus de business, du pourquoi, du comment. D'autant plus qu'aujourd'hui, quand j'exagère à peine, je crois, en disant qu'en fait, on peut maintenant faire tout ce qu'on veut avec la technologie. Ce n'était pas vrai quand j'ai débuté, il y a encore beaucoup de limitations techniques. Maintenant, on peut faire pratiquement tout ce qu'on veut. Tout ce qu'on peut imaginer et inventer, on peut probablement créer. Donc, c'est d'autant plus important de vraiment se poser les questions business, du pourquoi, du comment, qu'est-ce qu'on veut vraiment faire. Parce que d'optimiser ses coûts pour sa plateforme, ou d'améliorer la résistance et la sécurité. Tout ça, c'est des bénéfices qu'on aura de la digitalisation. Mais ça ne peut pas être l'objectif au cœur. Ce n'est pas la stratégie de transformation digitale. C'est ça, ce que j'entends, c'est qu'il ne faut pas confondre justement le chemin et l'objectif. Et très souvent, on a tendance à le faire. Tout à fait. Donc, quand on parlait de ROI, on peut absolument se mettre des objectifs. Et il y aura des objectifs d'optimisation, de retour en investment, etc. Mais ça ne veut pas dire que la transformation est faite. C'est simplement des objectifs qu'on se met sur le chemin pour pouvoir mesurer qu'on va dans la bonne direction. Alors justement, oui, bien sûr. Non, j'allais dire juste, oui, c'est intéressant parce qu'aujourd'hui, ce que je disais tout à l'heure pour ne pas me méprendre, oui, c'est un moyen. C'est qu'on dit en anglais, c'est un enabler, la technologie. Ce qui est très important à dire, c'est pas vous avez une techno, trouvez-moi des use cases. Alors ça serait raté de chez raté. J'ai souvent entendu. On a tellement investi dans le cloud ou tellement investi qu'il faut trouver des use cases. Alors qu'est-ce qu'on fait? On va inventer des use cases, mais est-ce qu'ils ont une vraie valeur? Ben non, ils n'ont pas de valeur. C'est ça la vraie question. Alors justement, merci Noaman, ça me permet de rebondir sur une deuxième question pour Christine. C'est quoi les freins d'une transformation digitale réussie? Alors des freins, il y en a plein, qui sont d'ailleurs très bien listés. Une longue liste, mais ils sont d'ailleurs très bien listés dans le livre. Il y en a plein, et c'est vrai qu'il y a des freins même technologiques, du moins par rapport à tous les systèmes traditionnels versus les nouvelles technologies. Legacy, on va dire ce qu'on appelle les legacy technologiques. Absolument, legacy. Systèmes installés. Beaucoup de freins de capacité, de skills, de capacité aux nouvelles technologies, mais aussi aux nouvelles méthodes et aux nouvelles méthodes de marketing et de transformation digitale. Des freins, il y en a plein. Mais, pardonnez-moi, je vais rester sur le même thème. Pour moi, pour répondre à votre question, une transformation digitale réussie,
c'est une transformation. Ça veut dire être prêt à repenser fondamentalement son modèle opératoire, le business model. Et ça, c'est une problématique organisationnelle et culturelle. Ça peut même faire peur de se dire on change tout, changer le business model, c'est aller dans l'inconnu. C'est aller dans l'inconnu, ça peut faire peur. C'est sortir de la zone de confort. J'ai bien aimé la nuance que Eric a mis tout à l'heure. C'est pas de tout jeter et de recommencer à zéro. Il faut savoir comment adapter. Mais une fois de plus, c'est pas juste une question d'optimisation, de coûts. Donc, parce que la transformation digitale, c'est fondamentalement croître ses revenus d'un seul coup en accélérant des nouvelles plateformes, des nouveaux écosystèmes. C'est de créer des nouvelles opportunités pour des nouveaux produits, des nouveaux canaux pour ses clients. C'est même d'aller trouver des opportunités au-delà de l'industrie dans laquelle on est au départ. Et pour tout ça, c'est en effet un changement assez fondamental du business model. Et pour ça, on retourne sur le sujet de l'humain et de la culture. Eric, vous avez envie de réagir à ça, je crois, sur cette question de passé et de futur. Alors, je ne sais pas si on vous entend, on va vous entendre. Oui. Excusez-moi. Non, absolument. Et non, ce que tu dis, c'est exactement ça. Je pense que si vous regardez une boîte comme Michelin, qui existe depuis 135 ans, qui a inventé le radial, les guides Michelin, les cartes, les pneus sans air, enfin, etc., quoi. La digitalisation de Michelin, c'est vraiment l'étape suivante en termes d'innovation. Il faut vraiment le positionner comme ça. L'objectif, c'est vraiment pas d'avoir des équipes d'un côté qui aient l'impression d'être dans une tour d'ivoire sur la partie digitale et puis les gens qui n'y sont pas. C'est vraiment comment vous faites pour montrer que c'est une extension. Et je pense que le point clé sur tous les projets digitaux et tous les projets digitaux qu'on faisait chez Michelin, c'est vraiment ce mix de ressources. Donc, c'est vraiment des ressources des gens des métiers et des ressources digitales. Et dans les relations digitales qu'on avait créées, on avait vraiment aussi ce mix de ressources. Donc, un mix d'employés Michelin, donc qui connaissaient les réseaux, les métiers, le langage, enfin tout ce que vous pouviez imaginer. Et puis, un mix de ressources digitaux qui venaient principalement de l'extérieur. Et en fait, dans le temps, ce qui est intéressant, c'est les vases communicants. Donc, vous avez les personnes du digital qui connaissent de mieux en mieux le business, le cœur de business de Michelin. Et puis, vous avez les gens de Michelin qui connaissent de mieux en mieux le digital. Et je pense que faut vraiment être très délibéré sur ce mélange des sangs, en fait. Être sûr que, voilà, qui est vraiment, c'est deux choses qui se passent. Mais c'est vraiment, la digitalisation, ce n'est qu'une extension des années d'innovation des entreprises. Maintenant, avec voilà, des critères un peu différents. Mais je suis tout à fait d'accord avec ce que tu viens de dire. Et un petit complément par rapport à ce qui a été évoqué, c'est presque la question qui a été posée tout à l'heure. Un des points majeurs, c'est la partie silotage. Combien de fois les entreprises, on découvre que le client ou tel segment de client appartient à telle direction. La donnée appartient à telle direction. Erreur complète. Le client, c'est le client de l'entreprise. La donnée, c'est la manière de désiloter la chose. La fameuse division entre marketing, communication et division e-commerce. Exactement. Et donc la question de Camille percute de bon sens, qui est le côté, la data va venir disrupter ça à travers le désilotage en disant c'est l'actif de l'entreprise. Et du coup, tout le monde doit y travailler. La donnée est fluide en fait, c'est ce que j'entends. Jean, dernier co-auteur de ce livre, troisième co-auteur. Bonsoir oui. Jean. Jean Barrère, vous êtes co-auteur de ce livre, je viens de le dire, vous êtes spécialiste de l'intelligence artificielle et de la transformation pilotée par les données au sein du cabinet Accuracy. Oui. C'est quoi les schémas, les patterns, les schémas récurrents qu'on retrouve chez ceux qui ont réussi leur transformation? Alors, nous, avec Pejman et Neumann, on a déterminé finalement 3 schémas récurrents. Le premier, les organisations qui ont réussi leur transformation ont répondu à la question du sens. À la question du sens, elles ont donné une signification à leur transformation, elles ont donné une direction à cette transformation, et enfin, elles ont donné des sensations, de la saveur. Pejman, tu parlais de recettes de cuisine d'entrée de jeu dans ton introduction. Ils ont donné, voilà, le plat était alléchant. Voilà, le plat était alléchant. Question du sens répondue. Ensuite, ce sont des organisations qui ont tenu le cap. Et tenir le cap aujourd'hui dans le monde tel qu'il est, on est dans une mer très agitée. On est dans une mer très agitée. Les crises sont permanentes. Il y a des petits acteurs très agiles qui émergent très rapidement
pour venir disrupter et prendre des parts des pans entiers de votre chaîne de valeur. Et puis vous avez la question générationnelle du sens qui vient percuter finalement la raison d'être de chaque entreprise. Et enfin, un des schémas mentaux, c'est de se dire finalement, il faut donner la possibilité aux gens d'expérimenter. La transformation digitale, Noémane, tu l'as parfaitement dit, ce n'est pas un état final a priori. Ce ne sont pas des budgets a priori. La transformation, elle s'effectue dans le faire, dans l'agir, dans le recommencement, dans l'apprentissage, l'expérience, l'agilité. Voilà pour nous 3 points essentiels. Sens, le faire, l'agir, et puis tenir le cap. Alors, dans ce que j'entends aussi, c'est qu'il y a des changements de posture à avoir, des changements de paradigme. Oui. C'est quoi les moments de bascule où on peut arriver à identifier que ça y est, on est sur le bon chemin et on risque de tomber, la pièce risque de tomber du bon côté? Vous savez, quand Evian dit, Damien, quand Evian dit « je ne suis plus un distributeur d'eau, je suis une entreprise de technologie qui opère désormais dans le secteur de l'eau ». Quand Michelin, Eric, je pense que vous serez d'accord, dit « nous ne sommes plus une entreprise qui construit uniquement des pneus, mais nous sommes une entreprise de technologie qui opère dans le secteur de la mobilité », ça implique des changements qui sont radicaux. Et pour nous, finalement, il y a 4 changements de paradigme, 4 grandes bascules à opérer. Je vais en citer quelques-unes. La première, c'est que toutes ces organisations, elles avaient un point en commun, c'est que le passé, elles l'ont mis de côté, elles regardaient l'avenir, et cet avenir procurait une sorte d'ivresse. C'est que le système d'information n'était plus vu comme un centre de coût, mais comme l'atout différenciant sur le marché de l'entreprise. C'est que la data n'est plus gérée comme un centre de coût par un département IT, mais c'est bien un capital clé qu'il faut sécuriser, valoriser, voire même monétiser. Donc voilà quelques exemples de bascule ou de paradigme à opérer. Alors je confirme, Eric est d'accord, parce que Eric, comme il est à distance, il peut chatter aussi en même temps. Donc je l'ai sous les yeux et je dis je suis d'accord, et le CEO de Michelin aussi. Donc je pense qu'on est complètement en ligne. C'est parfait, merci, on est très très bien. Alors il nous reste encore quelques minutes ensemble, et puis merci pour toutes vos réactions en ligne. N'hésitez surtout pas encore à nous en donner. Comme on est là pour parler de ce livre, donc, qui est le nouvel horizon de la transformation digitale et de 9 piliers pour développer une stratégie data-driven, Pejman, vous avez dit un truc au tout début, vous avez dit quelque chose, vous avez dit on s'est réunis entre 3 copains pour écrire ce livre. Justement, est-ce que c'est un élément différenciateur de ce livre ? En gros, vous n'êtes pas 3 auteurs qui avaient pondu 3 chapitres chacun, vous avez mis des agrafes et hop, c'est réglé. Alors, pourquoi 3 copains? Parce que, principe de base, il fallait qu'on dise des choses très crues, très dures. Il ne fallait pas qu'on laisse en fait un petit angle caché en disant je vais me préserver, je ne vais pas dire au DSI est-ce que ça va ou ça ne va pas, ou le responsable à transfo. Non, on a vraiment du coup cranté des vraies questions, des sujets profonds. On est allé voir nos pairs quelque part et discuter avec eux pour regarder vraiment en profondeur en s'appuyant sur des livres déjà existants. L'intérêt, c'était de s'appuyer. Il y a beaucoup de livres qui, au niveau vertical, craquent le sujet. Là, le point qu'on avait, c'était comment à nouveau on pouvait essayer de regarder dans une approche systémique, essayer de transformer la chose et pouvoir réussir. Voilà, donc l'histoire de copains, c'est important parce que la finalité, effectivement, on a atteint l'objectif. Lorsqu'on est entre copains, on se dit les choses. On se dit les choses et on fait avancer. Et donc, il y a eu beaucoup de temps où il y avait beaucoup de dissensus, beaucoup de confrontations, mais finalement, ça nous a permis de faire émerger ces 9 piliers qui sont, nous pensons, absolument clés pour transformer des entreprises. On s'aperçoit aussi dans les ingrédients de réussite des startups, des entreprises, des belles histoires. C'est des équipiers, des personnes qui ont la conviction, comme tu le disais Norman, conviction profonde. On va traverser des tempêtes, comme tu disais Jean, ça va être des complexités avec la technologie qui est là. Mais voilà, on essaie de tenir et du coup, c'est une aventure de femmes et de hommes pour arriver à cet objectif de transformation, de rendre le service auprès du client. Alors je voyais dans les réactions en ligne, alors ça c'est pour Eric. Eric, j'ai Bruno qui nous dit, alors c'était par rapport à ce que vous racontiez tout à l'heure sur votre expérience notamment chez Michelin, il nous dit, Eric, je pense qu'il faut ajouter à ton analyse que le temps digital est différent du temps humain. C'est intéressant ça, cette différenciation, vous pouvez réagir aussi sur le plateau. Eric, différence entre le temps digital, le temps humain, c'est une réalité ?
Ouais, enfin, je pense que pour moi, c'est dans ce que j'expliquais, dans ces deux codes génétiques qui sont différents. J'ai lu un livre, mais je me souviens plus de son nom, qui montre en fait que le mode opératoire d'une entreprise est lié en fait au cycle de vie de leurs produits et de leurs services. Et c'est clair que le temps digital est beaucoup plus court hein, par rapport aux entreprises qui vont faire des voitures, qui vont faire voilà. Et je pense que donc la question, c'est comment intégrer en fait cette notion de temps et surtout la valeur de la vitesse. Et je pense que par rapport à ce que disaient les co-auteurs, je pense que la rapidité, être capable d'essayer rapidement, être capable d'avoir des échecs rapides et des succès rapides, c'est quelque chose dont les entreprises, on va dire, traditionnelles n'ont pas l'habitude. Parce que c'est sûr que quand vous faites un pneu, une voiture, un avion, etc., vous voyez, la notion de risque, c'est pas du tout la même que la notion de risque que les startups vont avoir. Donc vraiment, cette notion de code génétique, elle est importante. Et ma recommandation pour tout le monde, j'avais fait ça le premier mois, alors que j'étais le nouveau Chief Digital Officer de Michelin, j'avais montré un slide qui montrait justement les différences. Et j'avais dit attention, hein, parce qu'on est sur deux modes opératoires extrêmement différents. Et il faut qu'on comprenne qu'on a des modes opératoires différents, parce que sinon, l'organisation traditionnelle va vous dire, mais ce n'est pas la manière dont on fait les choses. Et OK, on comprend ça, on respecte, mais on n'est pas là pour faire exactement les mêmes choses. Vous voyez donc pour moi, il y a une vraie valeur autour de la vitesse. Et quand on parlait de ROI, etc., je pense que c'est un voyage. Il faut sans arrêt montrer la valeur, que ce soit pour les clients, pour l'entreprise et pour les employés de la société. Il faut sans arrêt montrer qu'est-ce qu'on apporte, quelles sont les petites briques qu'on apporte au fil de l'eau, ce qui fait que les personnes, les clients, l'entreprise, etc., sont de plus en plus confortables, si vous voulez, avec la transformation digitale. Et plus l'entreprise est confortable, plus elle va investir et plus ça va devenir quelque chose ancré, en fait, hein, dans le mode opératoire de l'entreprise. Oui, oui, Jean. Et Christine, ce que après. tu disais, finalement, la transformation digitale, pour nous, elle convoque deux états d'esprit. L'état d'esprit de la côte ouest américaine, cet état d'esprit très entrepreneurial, et puis une forme de pensée chinoise, où la destination est moins importante que le voyage en lui-même, où on est dans le recommencement, dans l'essai, dans l'erreur. Donc en convoquant ces deux cultures-là, je pense que c'est deux paradigmes qui sont importants pour se transformer. Ça, c'est quelque chose qu'on ne trouve pas aujourd'hui dans les entreprises françaises, européennes. Christine, peut-être, qui voulait réagir Oui, Christine voulait réagir. Oui, cette conversation de temps et de vélocité m'a fait penser, pour commencer, tu as cité l'exemple qu'on connaît bien, qui est depuis le début de la pandémie, la transformation digitale, comme on l'appelle de façon assez générique, c'est accéléré énormément. La maturité numérique. Pour moi, c'est un bon exemple parce que, en effet, on a tous été, je dirais presque surpris à quel point finalement on a tous été très résilients. Les entreprises ont su fondamentalement changer leur business model, les individus ont su complètement changer leur mode de vie. Mais ce que ça démontre pour moi, c'est qu'en fait, ça vient, cette vélocité, elle vient quand on est tous complètement motivés et complètement alignés parce qu'on sait que c'est un bénéfice pour moi personnellement de survie. Et comme on était tous tellement alignés, tous tellement motivés, on est allé très très vite. Et ça, c'est la leçon qu'on devrait avoir, même si on n'est pas en période de crise. Il faut ce moment d'alignement. Donc là, c'est vraiment un bon exemple de la tech au service de l'humain, plutôt que dans l'autre sens. Pour tirer ce fil, on n'avait pas le choix non plus, quelque part. On était tous dans le même bateau et on devait aller tous dans la même direction. On n'avait pas trop le choix. Est-ce qu'à un moment, il faut se dire, j'ai pas le choix ? Il faut un niveau de motivation qui est au moins le même que j'ai pas le choix, que ce soit parce que je suis tellement motivée pour quelque chose de positif ou je suis tellement motivée parce que sinon j'ai vraiment pas le choix. Oui, il faut ce niveau de motivation. Noaman, il faut se mettre dans un coin, dans un corner, comme disent les anglo-saxons. Non, en fait, je pense à une image, je vais tenter un truc. C'est juste parce que la discussion est extrêmement intéressante. Je suis dans le brouillard, dans une voiture, j'ai pas de phare. J'ai une voiture devant moi. Qu'est-ce que je fais ? Je roule doucement. Et je la suis. Oui. Au risque de se trouver dans un champ ou nulle part. Mais d'accord. Je prends des risques parce que j'ai pas de vision, parce que j'ai pas préparé le terrain, parce que j'ai pas de conviction. Et être suiveur, c'est pas en soi, c'est pas mauvais. C'est une sorte d'innovation. On peut le faire quand on n'a pas le choix. Par contre, on assume toutes les conséquences. C'est là où je dis, il faut anticiper, avoir une vision et la préparer. Donc je prends le risque de l'image, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est que quand j'ai pas de phare, je sais pas où est-ce que je suis.
Je vais suivre celui qui est devant moi. Mais c'est lui qui drive, c'est lui qui va. Peut-être il va pas à Bordeaux, il va à Paris, mais je retrouve à Paris. J'assumerai. Et c'est comme ça que je fais ma transformation, mais je ne l'ai pas choisi. Voilà, donc je clôt l'image. Ouais, l'image était effectivement assez forte. Oui, Eric. Damien, si je peux rajouter juste une chose. Bien sûr. Il y a une data qui est fascinante. Dans les 10 plus grosses boîtes mondiales sur le stock market, maintenant, il n'y a quasiment plus que des boîtes de technologie. Oui. Et donc, c'est assez intéressant de voir qu'il y a un certain nombre de boîtes. Auparavant, c'était plutôt du pétrole, c'était plutôt Non, il y avait de l'automobile. Automobile, l'industrie pharmaceutique, enfin, il y avait beaucoup d'industries. Mais maintenant, le top 10, c'est... Donc, pour répondre à ta question, je pense que honnêtement, les sociétés n'ont pas le choix. Toutes les sociétés doivent devenir des boîtes de technologie. Si elles ne le font pas, alors ça ne veut pas dire qu'elles vont devenir Microsoft, mais si elles ne le font pas pour leur cœur, je pense que leur futur sera challengé, on va dire ça comme ça. Booking, c'est la plus grosse valorisation d'une boîte hôtelière, soit on va construire aucun hôtel. Et les devant Accor, devant tous les gros. Voilà, qu'est-ce qui reste? C'est d'ailleurs Accor à revoir sa stratégie d'ailleurs. Voilà, ça a poussé Accor à revoir sa stratégie. Il n'a pas eu le choix. On est d'accord? Oui, tout à fait. Voilà. Ce qui est intéressant dans effectivement ce changement de paradigme assez violent, changement de top 10 des entreprises qui sont en train de mener, comment ils prennent leurs décisions? Les décisions s'appuient sur les données, exclusivement sur les données. Ce n'est plus qu'un appui d'expertise. Ce n'est pas juste un expert qui va venir donner son avis, mais c'est bien une expertise augmentée à travers la donnée pour que je sois le plus percutant, d'où l'exemple cité sur la partie accord, aller collecter beaucoup de données pour que je connaisse mieux mes clients. Et du coup, quelle solution je vais apporter? Et c'est ça qui leur a manqué, ils essayent de changer pour arriver vers ça. Justement, j'ai une dernière question pour vous et puis l'heure tourne. Donc on va arriver à la fin de ce live malheureusement, qui est vraiment passionnant. Puisqu'on parle de stratégie data-driven, beaucoup d'entreprises, j'ai la sensation, n'ont pas forcément mis d'ordre dans leurs données ou ont collecté de la donnée sans vraiment se rendre compte qu'elles en avaient. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut assez facilement, sans avoir la sensation de se retrouver, de se dire « Oh là, j'ai une montagne à gravir, je ne sais pas comment je vais y arriver », comment est-ce qu'on creuse ça? Comment est-ce qu'on remet un peu tout ça au carré? Comment on part à la mine pour arriver justement à extraire les bonnes données et faire en sorte de se dire « Je vais y arriver alors que je ne sais pas trop comment c'est fait ». Je vais démarrer et puis mes collègues complètent. Un changement de paradigme aussi là-dessus. On draine par l'usage. Je définis ma stratégie. Je vois mes clients, je construis d'ici 3 ans de quoi j'ai besoin et je construis l'actif dont j'ai besoin, les données dont j'ai besoin. Croire que j'ai de la donnée, je suis assis sur un puits de pétrole et ça va apporter quelque chose. En fait, le puits de pétrole, peut-être qu'il est en train de pourrir complètement. Il est en train de perdre sa valeur. Il est important de comprendre l'usage, il est important de comprendre quel sens je vais donner. Et du coup, peut-être j'ai des données qui me manquent. Et c'est ça qu'on voit en fait sur le terrain. C'est des entreprises. Quelle est la différence du chef 3 étoiles, de 1 étoile? C'est celui en fait qui va les capter données qui lui manquent, les compléments qui lui manquent pour être le plus percutant possible. Et c'est là où on arrive à valoriser la donnée et arriver à préparer la donnée, la modéliser, le cruncher, etc. Bien sûr, tout à fait. Noaman, ou Christine, ou Jean, si vous voulez préciser. Ça me fait juste penser un peu cliché, mais une phrase que j'aime beaucoup, c'est que c'est absolument, c'est pas d'avoir toutes les réponses, c'est de savoir quelles sont les questions à poser. Et c'est ça le défi, c'est si on se pose vraiment les bonnes questions, les questions intelligentes, on saura de quelles données on a besoin, on saura quelles sont les conclusions. Parler de l'enjeu climatique qui est en train qui nous motive tous. La question, c'est qu'est-ce qu'on veut? C'est quoi la bonne question à se poser? De quoi j'ai besoin? Et là, je vais aller chercher les données. Et pas inversement, je vais aller collecter toutes les données de France et Navarre et de météo, etc. Et qui va... Voilà. Donc la réponse n'est pas dans le data lake, comme certaines entreprises voudraient le... C'est un enabler. Voilà, c'est effectivement. Et justement, on parlait de questions. Christine, j'ai une dernière question pour vous tous ici. Et elle vient de Camille, en ligne. Elle nous dit, estimez-vous que les entreprises sont déjà matures en France concernant la collecte massive de données? Toute question, c'est quoi la maturité? On avait dit qu'aujourd'hui, 9 piliers. Pourquoi 9 piliers? Je vous le dis, Eric, il a répondu oui. Attention, pression. Oui. Non, j'y arrive après. Parce que, en fait, je prends le principe que les données... Oui, en majuscule. Les données, elles existent. Les données sont présentes plus qu'avant, plus qu'il y a 10 ans, plus qu'il y a 20 ans. Et c'est pas mettre toutes les données dans une grande marmite et touiller avec un druide et on va sortir la potion magique, ça n'existe pas. Je prends l'image. C'est l'usage qu'on en fait, c'est pourquoi on le veut.
on parle de pas mal de choses. Moi, c'est l'usage qui termine. On va chercher des données parce qu'on en a besoin. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on a passé notre temps à collecter de la data parce qu'on veut accumuler la donnée sans avoir réfléchi sur son usage. Et c'est ça la force, l'erreur majeure qui fait que l'entreprise échoue dans la transformation parce qu'ils disent « j'ai accumulé la donnée, mais je ne l'ai pas utilisée ». C'est moi qui ai fait une erreur d'ailleurs, hein, il répondait oui à Christine et pas oui à la question de Camille. Mais c'est pas grave, je vous ai mis un peu la pression, c'est pour ça. Pas grave. Jean. Alors, si la data c'est comme le pétrole, alors la Chine c'est la nouvelle Arabie Saoudite. C'est un pays qui collecte massivement les données, mais qui a aujourd'hui les algorithmes pour traiter cette donnée. L'intelligence artificielle, c'est quatre méthodes. C'est un problème concret à résoudre, et là je vous rejoins Christine, il faut une vraie question précise. C'est une masse de données gigantesque, beaucoup de puissance de calcul et un modèle. Et à partir de là, on peut trouver de nouveaux insights, de nouvelles décisions, automatiser, transformer, disrupter, aller sur des marchés adjacents. Et on parlait beaucoup de data scientist en termes de rôle. Posez-vous la question demain matin dans mon organisation, est-ce que j'ai un chasseur de données? Est-ce que j'ai un data hunter? Est-ce que j'ai une personne dans l'organisation qui va aller chasser des données par rapport aux usages de j'ai compris? Si vous l'avez, ça y est. Vous êtes déjà dans le jeu d'échecs, vous avez un pied en avance. On continuerait des heures à parler. Je vais juste donner pour finir la parole à Christine et à Eric pour clore sur tout ce que ça vous a inspiré finalement. Pas trop, ce qu'on disait, hein, la techno n'est pas une réponse. Il en faut, mais il n'en faut pas trop. C'est ça, il faut avant tout se poser les bonnes questions. Absolument. Ce qui est ironique, vu que Eric et moi-même travaillons pour Microsoft, donc la technologie absolument est un enabler non seulement très puissant, mais incontournable, hein, donc essentiel. Mais absolument, les gros thèmes qui sont ressortis dans cette conversation, pour moi, c'est tout à fait les thèmes pertinents, qui sont, faut savoir quelles sont les questions auxquelles on veut répondre d'abord, donc poser les bonnes questions. Ensuite, on peut aller chercher la data, absolument se baser sur les données, et puis comprendre que, comme Eric le disait, c'est 90-95%, c'est de l'humain, c'est de la culture, c'est de l'op modèle. Ensuite, on peut mettre les outils en place. Les outils peuvent exécuter comme on l'a bien pensé avant. Et Eric, pour clore, c'est donc la question de l'exemplarité. C'est une réponse que vous avez fait d'ailleurs à une des personnes qui nous parlait dans le chat. C'est la question de l'exemplarité, c'est bien ça? Absolument. Si jamais le CEO et quelques membres du COMEX ne sont pas convaincus de ces transformations, honnêtement, et j'ai pas mal de copains Chief Digital Officer, ça va être compliqué. Et il y a une transformation dont en général les entreprises sont très intéressées à comprendre, c'est la transformation de Microsoft. Et Christine, je ne pense pas dire de bêtises, que sans Satya Nadella, donc le CEO de Microsoft, c'est vraiment lui qui a porté la transformation de Microsoft. Et je pense que si Microsoft va si bien aujourd'hui, enfin, l'une des raisons, c'est Satya. Et ça va bien en termes de business, en termes de culture, en termes de principes, etc. Et encore une fois, si ce n'est pas porté par le top, honnêtement, moi j'ai vu des CDO, comme c'était le cas chez Michelin, c'était porté par le top, ça se passe bien, même si ce n'est pas facile. Hein. Mais par contre, si vous n'avez pas le CEO et le COMEX derrière vous, c'est pas facile. Pour moi, c'est quasiment impossible. Merci beaucoup Eric pour ce dernier conseil, on va dire merci et puis bonne fin de journée, on va dire, puisque vous êtes actuellement aux États-Unis. Christine, merci beaucoup et puis merci aux trois auteurs, Pejman, Nouaman et Jean pour ce livre dont on a parlé ce soir. Je vous le redis, Le Nouvel Horizon de la Transformation Digitale, 9 piliers pour développer une stratégie data-driven, c'est chez Duno. Merci à vous qui avez participé, qui avez posé vos questions, qui avez été présents durant tout ce live et à très vite pour un prochain numéro des coulisses de l'innovation avec Microsoft.